En une nuit orageuse qui secoua les fondations de leur maison familiale en Bretagne. La famille Carter expulsa brutalement ses jumeaux Pierre et Paul après avoir découvert leur orientation sexuelle, leur jetant les clés d'un vieux van rouillé comme un héritage moqueur et final. Mais ce véhicule délabré, abandonné depuis des décennies dans une grange oubliée, recelait un secret inimaginable qui allait renverser le cours de leur existence. Pierre, le plus réservé des deux, serra les dents en entendant les rires cruels de leur père. Tandis que Paul, plus rebelle, cracha un dernier regard de défi avant de claquer la porte, emportant avec eux non seulement leur dignité blessée mais aussi un trésor caché qui les propulserait dans un tourbillon de conflits moraux. Les jumeaux, âgés de 25 ans, avaient toujours su que leur secret pesait comme une épée de Damoclès sur leur vie provinciale. Pierre, avec ses yeux verts perçants et son tempérament calme, travaillait comme enseignant dans une petite école locale, où il cachait soigneusement sa relation avec Julien, un artiste parisien qu'il avait rencontré lors d'un voyage à la capitale. Paul, identique en apparence mais doté d'un esprit plus aventureux, gagnait sa vie en tant que mécanicien, flirtant ouvertement avec la liberté mais redoutant les jugements de leur entourage conservateur. La révélation était survenue lors d'un dîner familial tendu, quand une lettre anonyme avait atterri sur la table, exposant des photos volées de Pierre et Julien s'embrassant dans un parc. Le père, un fermier bourru nommé Henri, avait explosé de rage, accusant ses fils d'avoir souillé l'honneur familial. Des PD dans ma maison. Dehors. Prenez ce van pourri. C'est tout ce que vous méritez, avait-il hurlé. Tandis que la mère, Marie, pleurait en silence, partagée entre son amour maternel et les dogmes religieux qui la liaient. Pierre et Paul, choqués mais résolus, avaient chargé leurs maigres affaires dans le van et quitté la ferme sous une pluie battante. Le véhicule, un vieux Citroën des années 70, grinçait à chaque virage, sa carrosserie rouillée semblant prête à s'effondrer. Ils roulaient vers Paris, où Julien les attendait, ignorant encore la tempête qui s'abattait sur eux. En chemin, Paul, au volant, brisa le silence pesant, on s'en sortira. Frangin. Ce van, c'est un symbole de leur mépris. Mais on le transformera en notre liberté. Pierre, assis à côté, fixait la route, son esprit tourmenté par les souvenirs d'une enfance où ils avaient dû masquer leur identité pour survivre aux moqueries des villageois. La société bretonne, imprégnée de traditions catholiques, ne tolérait pas les écarts. Et les jumeaux avaient appris tôt à feindre la normalité. Mais maintenant, exposés, ils se sentaient nus, vulnérables, et pourtant libérés d'un poids oppressant. Arrivés à Paris tard dans la nuit, ils garèrent le van dans une rue étroite du Marais, quartier connu pour sa communauté LGBT. Julien, alerté par un appel paniqué, les accueillit dans son petit appartement. À 26 ans, avec ses cheveux noirs ondulés et son regard bleu intense, il incarnait pour Pierre un havre de paix au milieu du chaos. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-il, serrant Pierre dans ses bras. Paul raconta l'histoire, sa voix tremblante de colère contenue. Julien, issu d'une famille plus ouverte, ne put cacher son indignation. « C'est barbare. Vous n'avez pas à endurer ça. » Mais Pierre, toujours pragmatique, tempéra. « On doit penser à l'avenir. Ce van, on le vendra pour recommencer. » Paul acquiesça. Mais une lueur d'aventure brillait dans ses yeux. Le lendemain matin, ils inspectèrent le véhicule plus attentivement. Sous le siège conducteur, Paul découvrit un compartiment caché, scellé par la rouille.
Intrigué, il força l'ouverture avec un outil, révélant des lingots d'or enveloppés dans du tissu jauni. Mon Dieu! Pierre! Regarde ça, s'exclama-t-il. Les jumeaux, stupéfaits, comptèrent une dizaine de lingots, valant potentiellement des centaines de milliers d'euros. Comment cela était-il possible? Leur grand-père? Un collectionneur excentrique décédé des années plus tôt. Avait-il caché ce trésor dans le van avant de le reléguer à la grange? La découverte transforma leur exil en un dilemme moral. Pierre, hanté par les valeurs familiales malgré le rejet, se demanda s'ils devaient informer leurs parents. C'est leur héritage aussi. Non, murmura-t-il. Paul, furieux, rétorqua, après nous avoir traités comme des parias. Jamais. Julien, médiateur, suggéra de consulter un avocat pour vérifier la légalité. Mais déjà, les tensions montaient. Pierre sentait une culpabilité ronger son cœur, avait-il trahi sa famille en vivant son amour au grand jour? Paul, quant à lui, voyait dans l'or une revanche. Une chance de briser les chaînes sociales qui les avaient étouffés. Ils décidèrent de garder le secret pour l'instant, vendant un lingot discrètement pour financer un nouveau départ. Mais la nouvelle de leur départ brusque se répandit au village. Et Henri, rongé par le remords ou la cupidité, commença à enquêter. Marie, de son côté, envoya un message timide à Pierre, « Revenez. On peut parler. » Pierre hésita, déchiré entre le pardon et la douleur. Au fil des jours, les jumeaux s'installèrent chez Julien. Mais l'or devint une source de discorde. Paul voulait l'investir dans un garage à son nom, symbolisant son indépendance. Tandis que Pierre envisageait de l'utiliser pour aider des associations LGBT, transformant leur souffrance en aide pour d'autres. Julien, soutenant Pierre, argumenta pour une approche éthique. Mais Paul l'accusa de se mêler de leurs affaires familiales. Une première dispute éclata, révélant des fissures dans leurs liens fraternels. Pierre, au milieu, se rappelait leur enfance fusionnelle, quand ils se protégeaient mutuellement des brimades scolaires. On est jumeaux. Paul. On doit rester unis, implora-t-il. Mais Paul, marqué par des années de répression, répliqua, unis? Comme quand papa nous battait pour nous endurcir? La pression sociale refaisait surface, amplifiée par la richesse inattendue. Bientôt, des rumeurs parvinrent de Bretagne, Henri avait engagé un détective pour retrouver le van, soupçonneux de sa valeur réelle. Les jumeaux, paranoïaques, cachèrent les lingots dans un coffre-fort. Pierre, tourmenté, confia à Julien ses doutes, et si on avait tort de les priver de ça? C'est de l'or familial. Julien, caressant son visage, répondit, ton cœur est trop bon. Pierre, ils t'ont rejeté pour qui tu es. Cette nuit-là, Paul disparut avec 2 lingots, laissant une note, j'ai besoin d'espace. Ne me cherche pas. Pierre, effondré, sentit le monde s'écrouler. Était-ce le début d'une trahison? Pierre arpenta l'appartement toute la nuit, le cœur serré par l'absence de Paul. Julien tenta de le calmer, mais les mots sonnaient creux face à la peur grandissante. Le lendemain, ils contactèrent un avocat spécialisé en droit successoral. Laurent, un homme d'une quarantaine d'années au regard perçant, qui confirma la légalité de leur possession, le van leur avait été donné, trésor inclus. Mais si votre famille conteste, ça pourrait tourner au procès, avertit-il. Pierre,
Rongé par la culpabilité, envisagea un compromis. Mais Julien insista, pense à toi d'abord. Ils t'ont fait souffrir. Paul, de son côté, errait dans les rues de Paris, les lingots pesant lourd dans son sac. Il se réfugia chez un ancien amant. Marc. Un barman charismatique de 30 ans, avec qui il avait eu une brève liaison. Marc, sentant sa détresse, l'écouta déverser sa rage contre la famille et Pierre. Ton frère est trop faible. Paul. Prends ce qui te revient, conseilla-t-il, allumant une étincelle de cupidité. Paul, influencé, vendit un lingot à un receleur discret, empochant une somme qui lui permit de louer un atelier. Mais au fond de lui, un vide grandissait. Avait-il trahi le seul lien indéfectible de sa vie? Les souvenirs d'enfance ressurgissaient, comme ces nuits où ils se murmuraient leurs secrets sous les couvertures, jurant de se protéger toujours. De retour à l'appartement, Pierre reçut un appel de sa mère. Marie. La voix tremblante. À voix, ton père regrette. Mais il est têtu. Revenez avec le van. On arrangera tout. Pierre, déchiré, raccrocha sans répondre. Julien, témoin de sa lutte intérieure, le confronta. Pourquoi hésites-tu? Ils t'ont chassé comme un chien. Pierre explosa, parce que c'est ma famille. Malgré tout, cette dispute révéla les failles de leur couple. Julien, issu d'un milieu progressiste, ne comprenait pas les attaches viscérales à une famille toxique. Pierre, quant à lui, luttait contre un conditionnement social qui le faisait douter de sa propre valeur en tant qu'homme gay. La société française, bien que plus tolérante à Paris, portait encore les stigmates de préjugés profonds, surtout en province. Paul, rongé par le remords, revint 2 jours plus tard, les yeux cernés. J'ai paniqué. Frangin. Pardonne-moi, murmura-t-il en rendant l'argent. Pierre, soulagé, l'étreignit. Mais la confiance était ébranlée. Ils décidèrent ensemble de consulter un psychologue pour affronter leur trauma. Le docteur Moreau, une femme empathique, les guida à explorer leurs conflits internes, la peur du rejet, la honte internalisée, les choix moraux face à la richesse. Votre orientation n'est pas un crime. Mais la société vous a fait croire le contraire, expliqua-t-elle. Paul admit sa jalousie envers la relation stable de Pierre et Julien, révélant sa solitude affective. Pierre, de son côté, confessa son désir de réconciliation familiale, malgré la douleur. Mais le répit fut court. Henri, informé par un voisin indiscret, débarqua à Paris avec un avocat. Ce van est à moi. Vous l'avez volé, tonna-t-il en frappant à la porte. Les jumeaux, stupéfaits, le confrontèrent dans un café voisin. Henri, le visage rouge de colère, accusa, vous avez sali notre nom. Et maintenant vous pillez l'héritage. Paul riposta, c'est toi qui nous as donné ce tas de ferraille. Et pour notre salissure. C'est ton intolérance qui est honteuse. Pierre, médiateur, proposa de partager l'or. Mais Henri refusa, exigeant tout. La rencontre tourna au vinaigre, avec des insultes homophobes fusant, ravivant les blessures. Julien, présent, défendit Pierre, votre fils est un homme bien. Meilleur que vous. Henri partit en furie, promettant un procès. Cette confrontation amplifia les tensions.
Paul, furieux, voulait contre-attaquer en révélant publiquement les abus familiaux. Pierre, horrifié, argumenta, ça les détruira. Et nous avec. Julien, divisé, soutint Pierre. Mais Paul l'accusa de faiblesse. Une nouvelle dispute éclata. Paul claquant la porte une fois de plus. Seul avec Julien. Pierre questionna leur avenir, et si mon passé nous sépare? Julien, ému, répondit, je t'aime pour qui tu es. Pas malgré ça. Mais au fond. Pierre sentait le poids des choix, pardonner ou couper les ponts. La société, avec ses normes hétéronormatives, amplifiait son dilemme moral. Pendant ce temps, Marie contacta secrètement Pierre, révélant que Henri avait des problèmes financiers, expliquant sa cupidité. Il t'aime. À sa façon, plaida-t-elle. Pierre, touché, envisagea une rencontre privée. Paul, apprenant cela, se sentit trahi, tu choisis eux plutôt que nous. Les jumeaux, autrefois inséparables, se heurtaient à un mur de ressentiment. Paul, influencé par Marc, commença à fréquenter des cercles militants LGBT, canalisant sa colère en activisme. Pierre, plus introspectif, se replia sur son enseignement, aidant discrètement des élèves en proie à des doutes identitaires. Julien, pilier, organisait des dîners pour recoller les morceaux. Mais les fissures s'élargissaient. La crise culmina quand Henri porta plainte pour vol, forçant les jumeaux à comparaître. L'avocat me. Laurent défendit leur cas, arguant du don explicite. Mais le procès raviva les traumas, témoignages familiaux, jugement public, médias locaux s'emparant de l'histoire comme un scandale gay. Pierre, sur le banc, sentit la honte l'envahir, questionnant sa décision de vivre ouvertement. Paul, défiant, transforma l'audience en plaidoyer contre l'homophobie. Notre famille nous a rejetés pour qui nous aimons. Et maintenant pour de l'or qu'ils nous ont donné, clama-t-il. Le juge, impartial, pencha en leur faveur. Mais le dommage était fait. Henri, humilié, coupa tout contact. Marie, dévastée, choisit le silence. Les jumeaux gagnèrent. Mais à quel prix? La victoire judiciaire laissa un goût amer. Pierre et Paul, de retour à l'appartement, contemplèrent les lingots restants, symbole de leur liberté chèrement acquise. Julien, épuisé par les mois de tension, suggéra une pause, partons en vacances. Loin de tout ça. Mais Paul, transformé par l'activisme, refusa, je ne fuirai plus. Je vais utiliser ma part pour fonder une association contre l'homophobie familiale. Pierre, admiratif mais inquiet, approuva partiellement, et moi. Je veux aider maman. Discrètement. Cette divergence marqua le début d'une séparation émotionnelle. Pierre, hanté par les images du procès, replongea dans ses doutes intérieurs. Était-il responsable du déchirement familial? La société française, malgré ses lois progressistes comme le mariage pour tous, conservait des poches de conservatisme qui alimentaient son autoculpabilisation. Julien, sentant son retrait, organisa une thérapie de couple. Le docteur Moreau, élargissant les sessions, aida Pierre à déconstruire les stéréotypes internalisés, votre amour n'est pas une faute morale. C'est le rejet qu'il est. Pierre,
Progressivement, accepta. Mais le chemin était ardu. Paul, de son côté, s'investit pleinement dans son projet. Avec Marc, qui devint son partenaire officiel. Il organisa des ateliers pour jeunes LGBT rejetés par leur famille. La richesse de l'or finança les locaux, attirant l'attention médiatique. Un article dans Le Monde le dépeignit comme un militant courageux, mais omettant les détails familiaux sensibles. Paul, fier, envoya un lien à Pierre, regarde ce qu'on peut faire avec leur héritage. Pierre, jaloux de sa résilience, répondit froidement, félicitations. Mais n'oublie pas d'où on vient. La distance grandissait, amplifiée par des appels manqués et des messages laconiques. Une nouvelle épreuve surgit quand Marie, hospitalisée pour une dépression, contacta Pierre en secret. Ton père est brisé. Mais il refuse de l'admettre, confia-t-elle. Pierre, déchiré, rendit visite seul à l'hôpital en Bretagne. Marie, affaiblie, pleura, je suis désolé pour tout. J'aurais dû vous protéger. Pierre, ému, pardonna partiellement, c'est du passé. Maman. Mais en rentrant, il cacha la visite à Paul, craignant sa réaction. Julien, apprenant la vérité, confronta, les secrets nous détruiront. Pierre, défensif, répliqua, c'est ma famille. Pas la tienne. Leur relation, autrefois solide, vacilla sous le poids des non-dits. Paul, informé par un cousin, explosa de rage, tu fraternises avec l'ennemi? Après tout ce qu'ils nous ont fait? Les jumeaux se disputèrent violemment par téléphone, ravivant des blessures anciennes. Paul accusa Pierre de trahison, tandis que Pierre reprocha à Paul son intransigeance. Tu veux la guerre? Je veux la paix, cria Pierre. Paul raccrocha, bloquant son numéro. Marc, consolant Paul, alimenta sa colère, il est temps de couper les ponts avec les faibles. Paul, influencé, redoubla d'efforts dans son activisme, mais au prix d'une isolation croissante. Pierre, effondré, questionna son identité, était-il trop conciliant? Ou Paul trop radical? La pression sociale, avec ses attentes contradictoires ou être fier mais discret. Militant mais modéré a amplifié son tourment. Julien, loyal, proposa une réconciliation, invitons-le à dîner. Mais Paul déclina, prétextant un événement. La fracture semblait irréparable. Henri, apprenant la visite de Pierre, envoya une lettre anonyme menaçante, rends-l'or, où je révèle tout à la presse. Pierre, paniqué, alerta la police, mais sans preuve concrète. Julien, protecteur, insista pour déménager. C'est trop dangereux. Pierre accepta. Mais le déménagement symbolisa une fuite, ravivant sa honte. Paul, contacté par Julien, refusa d'aider, qu'il assume ses choix. Cette indifférence blessa Pierre profondément, marquant la fin de leur unité jumeaux. Au milieu de ce chaos, Pierre trouva du réconfort dans son travail, aidant un élève gay harcelé. Ne laisse pas les autres définir ta valeur, conseilla-t-il. Écho de ses propres luttes. Julien, admiratif, raviva leur flamme avec une soirée romantique, rappelant pourquoi ils s'aimaient. Mais l'ombre de la famille persistait. Marie, sortie d'hôpital, appela régulièrement,
Tissant un lien fragile. Pierre, gardant espoir, envisagea une médiation familiale. Paul, de son côté, connut un succès militant, son association sauva un jeune de la rue, lui rappelant son propre exil. Mais la solitude affective le rongeait. Marc, possessif, jaloux de son engagement, provoqua une dispute. Tu penses plus à ton frère qu'à nous. Paul, réalisant ses erreurs, contacta Pierre après des semaines de silence. On doit parler. Les jumeaux se retrouvèrent dans un parc. Larmes aux yeux. J'ai eu tort de t'exclure, admit Paul. Pierre, soulagé, moi aussi, d'avoir caché des choses. Ils se réconcilièrent partiellement, décidant de gérer leur ensemble, moitié pour l'association, moitié pour aider Marie. Mais la paix fut éphémère. Henri, désespéré financièrement, tenta une ultime confrontation, débarquant à l'association de Paul avec des amis conservateurs. C'est une honte. Ce repère de déviants, hurla-t-il. Paul, défendant son territoire, appela la police. Pierre, alerté, accourut, se plaçant entre eux. Assez. C'est fini. Henri, face à ses fils unis, craqua. Je suis perdu. Pour la première fois, une brèche s'ouvrit. La confrontation à l'association marqua un tournant. Henri, entouré de policiers, s'effondra en sanglots. Avouant ses peurs, j'ai été élevé comme ça. À craindre le différent. Paul, surpris, tempéra sa colère. Ça n'excuse pas le mal que tu nous as fait. Pierre, compatissant, proposa une thérapie familiale. Marie, jointe par appel, encouragea. C'est le moment de guérir. Henri accepta à contre-cœur, signant une trêve fragile. Les jumeaux, épuisés, rentrèrent avec Julien et Marc, qui avaient rejoint la scène. Autour d'une table, ils discutèrent des dommages, pertes émotionnelles, confiance brisée, choix moraux contestés. Les mois suivants furent un lent processus de reconstruction. La famille se réunit en session thérapeutique, explorant les racines de l'homophobie, éducation rigide, pression sociale, peurs irrationnelles. Henri, confronté à ses préjugés, apprit à connaître Julien et Marc, voyant en eux non des menaces mais des humains. Je n'aurais jamais imaginé, admit-il un jour. Paul, sceptique, testait ses limites, tandis que Pierre facilitait le dialogue. Mais des rechutes survenaient, un commentaire maladroit d'Henri ravivait la douleur, forçant des confrontations honnêtes. Pierre et Julien, renforcés par l'épreuve, planifièrent leur mariage, symbole de victoire sur les normes sociétales. Paul, avec Marc, s'engagea plus profondément dans l'activisme, transformant leur histoire en témoignage pour d'autres. Laure, divisée équitablement, finança non seulement l'association mais aussi une aide pour la ferme familiale, évitant la faillite. Marie, revitalisée, devint une alliée, participant à des événements LGBT. Pourtant, les cicatrices persistaient. Pierre, réfléchissant seul, questionnait les sacrifices. Avait-il payé trop cher pour la réconciliation? Paul, de son côté, luttait contre une amertume résiduelle, se demandant si le pardon n'était pas une faiblesse. La société, en évolution mais imparfaite, offrait un cadre pour leur guérison.
Mais les mots tinrent aussi entre vengeance et compassion. Individus et familles restaient vifs. Au fil du temps, les jumeaux retrouvèrent leur complicité, partageant des rires sur leur enfance, transformant la douleur en force. Julien et Marc devinrent partie intégrante de ce nouveau noyau familial. Henri, changé, offrit des excuses sincères lors du mariage de Pierre, « Je suis fier de vous. » Mes fils. Paul, ému, accepta une étreinte. La cérémonie, dans un jardin parisien, symbolisa l'espoir, amour triomphant sur la haine. Mais la vie réservait encore des tests. Un article sensationnaliste révéla des détails du procès, ravivant les jugements publics. Les jumeaux, unis, ripostèrent par une conférence de presse, défendant leur droit à l'amour et au pardon. « Nous avons choisi la guérison, pas la guerre », déclara Pierre. Paul ajouta, « Mais ça n'efface pas les dommages. » Leur message inspira, mais attira aussi des critiques, trop indulgents. Ou pas assez militants? Finalement, les carteurs émergèrent transformés, payant le prix de leur choix, perte relationnelle, introspection douloureuse, mais gain en authenticité. Pierre, avec Julien, fonda une famille adoptive, Paul, avec Marc, élargit son association. Henri et Marie, retraités, visitèrent souvent, apprenant la tolérance. Le van, restauré, devint un symbole garé devant l'association, de la rouille alors. Comme leur vie. Mais au cœur de tout, persistait une question, pardonner une famille homophobe est-il un acte de force ou de capitulation?